Je dis bonjour à tous les amis qui nous ont rejoints et c'est la septième ou la sixième, je ne sais plus, Ida. Septième. C'est la septième, Septième. c'est la septième conférence, antépénultième, puisque nous aurons la prochaine séance, ce sera une table ronde et pour clôturer la série. Et qui était donc, où nous avons essayé d'analyser à travers nos 7 conférences les rapports un peu difficiles, les défis que la science crée pour la démocratie et la justice en ces temps de pandémie. Alors, je vous rappelle aussi que les séances sont toutes enregistrées et elles sont en ligne sur notre site internet ainsi que UNESCO Cherfilou CAMSEA, ainsi que sur la chaîne YouTube de l'Institut d'études internationales de Montréal et sur notre page Facebook. Je pense que Ida a mis l'adresse dans le chat, non? Enfin, en tous les cas, vous avez dû la recevoir avec la fiche. Je vous le lis, www.facebook.com watch. Oh là là, c'est trop long. Bon. Je l'écris. Mais vous n'avez qu'à aller sur YouTube. Alors voilà, maintenant je cède la parole à notre ami Jean-Claude et qui va vous expliquer comment va se dérouler pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et c'est notre collègue et ami Marc Lamontagne qui va jouer les diablotins, comme il dit. Alors, vas-y Jean-Claude. Merci, Josiane. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue donc à cette septième séance de la chaire UNESCO d'études des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique de l'UQAM. La séance, comme d'habitude, va durer environ 2 heures et on aura d'abord la conférence d'Yves, ensuite le commentaire de l'avocat du diable de service qui sera aujourd'hui Marc Lamontagne, comme Josiane vient de le dire, et ensuite on aura la discussion élargie. Alors, permettez-moi tout de suite de vous présenter Yves. Alors, il est très connu puisque ceux qui suivent les activités de la chaire l'entendent à chaque fois parce que d'habitude, c'est lui qui joue le rôle d'avocat du diable. Et Yves est le co-administrateur depuis quelques années avec Josiane de la chaire UNESCO d'études des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique. Yves est professeur au département de sciences politiques de l'UQAM. Il a obtenu sa maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal en 1989. Et il a fait un doctorat de philosophie politique à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sous la direction du politologue Philippe Reynaud. Et le sujet de sa thèse, c'était philosophie politique et modernité. L'exemple de Tocqueville, donc la question de la modernité politique le préoccupait déjà. Et ce sera d'ailleurs le thème, un des thèmes dominants dans la conférence d'aujourd'hui. Yves a fait ensuite 2 postdocs, un à l'Université de Montréal au Centre de recherche en éthique et un à l'Université McGill au département de sciences politiques. Et ceux qui suivent, donc, je disais tout à l'heure, les activités de la chaire le connaissent bien et savent que son intérêt pour la philosophie a toujours été très important. On peut le vérifier de 3 façons. Premièrement, par les cours qu'il donne. Alors, si vous allez sur le site de l'UQAM, vous allez voir, par exemple, qu'il a assuré un cours qui s'intitule « De Nietzsche à Foucault » récemment. Vous pouvez aussi le vérifier par ses publications. Alors, je vous donne 2 exemples. Il a dirigé un collectif avec Laurence Olivier en 2018 aux presses universitaires de Laval, qui s'intitulait « Vers Deleuze, nature, pensée, politique ». Et un deuxième collectif, il y a 2 ans, avec toujours Laurence Olivier et Anthony Vigneault, « Pensée sans absolu ». 12 essais sur le nihilisme. Et le 3e indice de cet intérêt pour les pensées contemporaines de la différence en philosophie, qu'il s'agisse de Foucault, de Deleuze, de Derrida, etc., c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Et cette conférence qu'il propose, donc, touche
le thème du cycle de conférences que Josiane a rappelé tout à l'heure, Science, liberté et justice, et ça s'intitule Nietzsche, la critique et la science. Alors, Yves aura une trentaine de minutes pour présenter sa communication, suite à quoi Marc jouera son rôle d'avocat du diable et je reviendrai à ce moment-là pour expliquer plus en détail le fonctionnement de la séance pour la période de questions. Alors Yves, la parole est à toi. Alors, merci Jean-Claude, merci Josiane, merci à toutes celles et ceux qui sont présents. Je fais d'abord quelques indications sur la conférence. Déjà, j'ai changé le titre. Ça s'appelle désormais Nietzsche, la philosophie, la science. Je me suis rendu compte que la critique me venait un peu de la référence à Foucault, mais la conférence sera centrée sur le rapport de Nietzsche à la science. Donc, c'est devenu Nietzsche, la philosophie, la science. Je l'ai lu pour moi-même ce matin et la lecture complète m'a pris 50 minutes. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous épargner ce 50 minutes. Je vais présenter le plan, je vais résumer l'introduction et la première partie et je vais lire la deuxième partie qui est plus ciblée sur le rapport à la science. Alors, le plan était en 3 parties. En introduction, je faisais valoir un peu pourquoi c'est pertinent aujourd'hui de s'intéresser à ce que Nietzsche dit sur la science. Je vais y revenir tout à l'heure, je vais résumer cette introduction. La première partie, plus théorique, s'intitulait « Philosophie et sciences » et cherchait à montrer comment, chez Nietzsche, l'enjeu politique par excellence est assez abstrait. Nietzsche n'est pas un penseur politique au sens premier du terme, c'est assez abstrait. C'est le statut de la philosophie qui est la question politique par excellence chez Nietzsche. Et c'est cet enjeu de la philosophie qui était au centre de ma première partie, je vais la résumer aussi tout à l'heure, et qui permet de penser quel statut il accorde à la science. C'est dans le rapport entre la science et la philosophie que se joue beaucoup du statut que Nietzsche accorde à la science. Et la troisième partie est intitulée « Philosophie, politique et science », et celle-ci, je vais la lire pour être plus précis dans les arguments qui sont plus ciblés là, sur le thème qui nous intéresse dans le cycle de conférences. Alors, je commence en résumant l'introduction et la première partie. Alors, l'introduction veut faire valoir pourquoi c'est pertinent de s'intéresser à Nietzsche. Et je pars de l'idée qu'on est en pleine pandémie et qu'il y a 2 récits qui s'opposent encore sur la science. Un retour ou une continuation du récit qui associe la science au progrès, bien entendu, avec le développement des vaccins, avec tout ce qu'on entend sur le rôle utile de la science. Et je souligne que quand même, ce lien entre la science et le progrès est aussi un lien entre la science et l'État, puisque c'est l'État qui finance la recherche, c'est l'État qui assure les mesures de santé publique, etc., etc. Le deuxième récit est un récit plus critique, dans le sens du soupçon, et c'est une critique, ça se veut souvent une critique de la domination, et notamment de la domination établie par le lien entre l'État, l'élite, la science. Ce qu'on a vu d'ailleurs beaucoup dans les discours anti-vaccins, etc., qui sont souvent d'un niveau déplorable, mais parfois certains intellectuels comme Agamben se réfèrent à une tradition, à la tradition heideggerienne et heideggeriano-nietzschéenne, et à Foucault aussi. Donc, le discours critique de la domination a aussi des références philosophiques plus sérieuses que les camionneurs qui étaient à Ottawa. Donc, pour le dire d'un mot. Un enjeu difficile, c'est que dans cette tradition foucaldienne, par exemple, si on prend Foucault comme un exemple paradigmatique avec sa critique du biopouvoir, la référence chez Foucault est très forte à Nietzsche, mais également à Heidegger. Et le Nietzsche de Foucault est très heideggerianisé, si je puis dire. Lui-même l'admet et s'explique sur cet enjeu dans plusieurs textes. Alors, comment isoler le rapport de Nietzsche à la science du rapport d'un Nietzsche heideggerianisé à la science? Parce que le rapport de Nietzsche à la science n'est pas exactement la même chose, comme on va le voir, que le rapport de Heidegger à la science, qui est beaucoup plus critique à Heidegger que Nietzsche ne peut l'être. Alors, dans la première partie, j'essaie de voir, je concluais cette introduction en disant que chez Nietzsche, il y a une pluralité des rapports à la science qu'il faut être capable de repérer. Il y a beaucoup de choses qui sont plurielles chez Nietzsche, y compris dans les rapports à la science. Première partie, elle était intitulée « Philosophie et sciences ». Je commence par rappeler que on a l'habitude de distinguer dans l'œuvre de Nietzsche 3 ou 4 grands moments, périodes de sa pensée.
Je les résume, je les rappelle ici. Premier moment, le moment romantique de Nietzsche, où il était encore très proche de Wagner et de Schopenhauer. Et c'est un moment où il est très méfiant à l'égard des conséquences du savoir. Même dans la naissance de la tragédie, il est très méfiant et critique à l'égard de Socrate parce que le savoir peut avoir des effets néfastes sur la vie. Et Nietzsche nous dit que le savoir qui est supérieur à celui de Socrate serait quelque chose comme un savoir tragique, qui prend en compte les effets du savoir ou les effets de la science. Ça, c'est le premier moment romantique de Nietzsche, romantique entre guillemets. Il y aurait un deuxième moment qu'on appelle souvent le moment positiviste de Nietzsche, où là, il se serait dissocié de Wagner, il aurait rompu avec sa volonté de jeunesse d'installer l'art comme principe directeur, y compris au-dessus de la science. Il reviendrait à une volonté d'un examen objectif des faits, ou en tout cas, objectif n'est peut-être pas le terme qui convient pour Nietzsche, mais un examen froid des faits. Passionnément glacial, j'avais écrit dans mon texte, parce que Nietzsche nous parle du scalpel avec laquelle il veut défaire tous les mythes, y compris ses propres mythes, d'une métaphysique de l'art qu'il avait développée dans la première période. Il y aura une troisième période de Nietzsche, qui est la dernière. Parfois, on dit 4 parce qu'on met Ainsi parlait Zarathustra à part. La troisième période, il y a une transformation de nouveau du rapport de la philosophie à la science. Et Nietzsche revient à une idée surplombante de la philosophie, surplombante notamment parce que la philosophie devrait dicter ou orienter la science, se placer au-dessus de la science. Et cette fois, ce sont de nouveaux philosophes. Des philosophes comme les thèmes connus de Nietzsche qui vont contribuer au renversement des valeurs et qui vont contribuer à ce que la science redevienne quelque chose comme une servante de la philosophie, mais d'une nouvelle philosophie, la philosophie qu'entrevoit constamment Nietzsche à la fin de sa carrière, à la fin de sa pensée, tant qu'il est demeuré lucide. Bon, ça, c'est les trois périodes telles qu'on les distingue normalement. Il faut faire très attention de ne pas simplifier. En réalité, quand on lit les fragments posthumes de Nietzsche, on s'aperçoit que les trois postures sont déjà présentes dès le début. Donc, c'est à la fois des périodes, mais c'est aussi des perspectives qui sont co-présentes, on pourrait dire, dès le début de la réflexion de Nietzsche, dans les fragments posthumes des années 70, 71, 72. On voit déjà Nietzsche essayer diverses perspectives sur les rapports de la philosophie à la science. Les périodes, ce n'est pas qu'elles n'existent pas, mais ce sont des accentuations successives plutôt que il faut les voir comme des accentuations successives plutôt que l'idée que Nietzsche aurait complètement renversé ce qu'il pensait au début, etc. Toujours dans cette première partie, je me suis intéressé à la question, mais quand Nietzsche parle de science, sur quelle base d'expérience parle-t-il? À partir de quelle expérience de la science parle-t-il? Il y a deux sciences surtout qui inspirent Nietzsche. D'abord, celle dans laquelle il était formé, qui est la philologie. Il était formé philologue, on le disait, un des plus brillants espoirs de la philologie allemande de son époque. Dès la publication de La naissance de la tragédie, il y a une querelle autour de ce livre dans la philologie allemande, et certains ont dit que Nietzsche a trahi sa vocation scientifique parce qu'il a fait une sorte de philologie de l'Antiquité grecque tirée par les cheveux, il a réinventé une antiquité dionysiaque à son goût, etc., etc. Où est la rigueur scientifique là-dedans? On pourrait dire d'un point de vue weberien qu'il a abandonné l'austère ascèse de la science pour faire, avec la philologie, une sorte de philosophie de l'Antiquité qui a été très mal reçue dans certains cercles de la philologie allemande. Ce qui est intéressant, c'est que la philologie va rester une référence pour Nietzsche pour penser les rapports à la science, et c'est à partir de la philologie qu'on a les éléments les plus perspectivistes de Nietzsche. D'ailleurs, il interprète la philologie très étroitement en post-kantien, comme si la philologie montrait qu'il y avait cette tension entre le texte et les interprétations. Le texte comme chose en soi et les interprétations comme phénomène. Et Nietzsche va radicaliser, si on veut, le post-kantisme en disant, mais finalement, il n'y a que des interprétations, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de chose en soi, c'est le perspectivisme nietzschéen dans sa version la plus radicale.
Parfois, dans Par-delà bien et mal, Nietzsche va jusqu'à dire « Vous allez me dire que ma propre thèse n'est qu'une interprétation. » Eh bien oui, voilà, ce n'est qu'une interprétation. Ça, c'est le Nietzsche perspectiviste le plus radical. La deuxième science qui a été très importante pour Nietzsche, c'est la biologie, les sciences de la vie. Je mettais dans le texte un passage où il nous dit qu'à partir des années 1880-81, il écrit qu'il ne s'intéressait plus qu'à la médecine, à la physiologie et à la biologie, et notamment au darwinisme. Il s'est intéressé de très près au darwinisme. En lui donnant raison, Nietzsche dit « le darwinisme est vrai ». À quoi il donne raison ici? Il donne raison à l'idée que tout est transformation et la vie s'est transformée. C'est le côté héraclitéen de Nietzsche. Tout est transformation, tout est lutte, et Darwin semblait confirmer cet héraclitéisme. Par contre, il est en polémique avec le détail des thèses de Darwin, et notamment les thèses sur les mécanismes de l'évolution. Nietzsche considérait que Darwin était demeuré trop classique et lui veut aller plus loin. C'est très frappant quand on lit les fragments posthumes sur Darwin et sur le débat. Il se sert de biologistes allemands qui réfléchissaient sur la physiologie, sur le corps, pour montrer que la lutte et la transformation n'est pas seulement dans le combat entre espèces, mais dans le corps lui-même. Et la source de l'évolution, c'est les combats aussi qui ont lieu dans le corps lui-même. Alors, il radicalise, si on veut, l'élément de lutte qu'il y avait déjà dans le darwinisme en le transposant dans le corps lui-même. Donc, il faut garder à l'esprit que les deux sciences auxquelles s'est intéressé Nietzsche, une, la philologie, va l'influencer dans le sens d'un perspectivisme radical, et l'autre, la biologie, va l'influencer, ou enfin, elle se rapproche plus peut-être d'une sorte de réalisme matérialiste dans la pensée de Nietzsche, qui, selon moi, est resté tendu jusqu'à la fin entre un perspectivisme radical et un réalisme matérialiste centré sur l'interprétation du corps, de ce qu'il appelait en allemand le corps vivant. Donc, c'est ce que je mettais dans ma première partie pour faire le lien avec les deux sciences. Maintenant, pour la deuxième partie, je vais lire le texte tel que je l'ai rédigé. Ça va permettre une plus grande précision dans l'énoncé des arguments. Je rappelle, cette deuxième partie s'appelait « Philosophie, politique et sciences ». Nietzsche n'aimait pas la politique au sens ordinaire du terme. Il a même écrit très tôt qu'il n'était pas un animal politique. Il a critiqué à peu près tous les courants politiques de son époque, démocrates, libéraux, socialistes, anarchistes, mais aussi nationalistes, conservateurs et réactionnaires. Il a jugé férocement le tournant politique de l'esprit allemand après la victoire prussienne de 1870 sur la France. Il a appelé l'État le plus froid de tous les monstres froids. Très tôt également, il a pourtant admiré dans la République de Platon le modèle d'une société entièrement repensée à partir de la philosophie. D'après moi, Nietzsche n'a jamais cessé d'être platonicien sur ce plan. Platonicien en un sens très précis, pas pour le contenu des doctrines, mais pour la posture de la philosophie placée au-dessus de la science. Il s'est montré partisan de la hiérarchie entre les hommes et il place les idées de pluralité en lutte, de domination et d'asymétrie de pouvoir au cœur de son analyse de l'histoire, mais aussi des corps et de l'ensemble du monde physique. En l'absence d'une philosophie politique explicitement élaborée, l'ontologie ou peut-être les ontologies qu'esquisse son œuvre peuvent toutefois être vues comme la transposition d'une conception du monde de part en part politique. Ce qui signifie qu'en tant que savoir sur le monde, la science a elle-même un statut ou un rôle dans la politique philosophique de Nietzsche, source possible de ce qu'il a fini par appeler la grande politique. L'objectif de cette grande politique serait de renverser les valeurs millénaires, c'est-à-dire de refaire l'humain à distance des matrices métaphysiques et religieuses qui auraient formé l'Occident et préparé le nihilisme. La réflexion politique de Nietzsche est donc intimement liée, comme c'était le cas chez Platon, dont il demeure sur ce point l'héritier, à la question du statut de la philosophie comme savoir architectonique. On en voit un signe manifeste dans son usage récurrent du terme de tyran, employé tour à tour en bonne ou en mauvaise part pour désigner les philosophes, ou du moins un certain type de philosophe. Au sens classique, un tyran s'approprie le pouvoir et l'utilise pour imposer ses vues à la cité. Il est à ce double titre une figure politique de l'un actif. Dans ses méditations sur les philosophies présocratiques, Nietzsche fait ressortir leur volonté tyrannique de réduire le réel à une représentation et à une identité claire,
comme des artistes dont le fiat décidait que le monde était air, eau, feu ou terre. Même admiration, nous l'avons évoqué, pour le grand style de la République, malgré que Nietzsche juge néfaste la direction imprégnée à l'esprit occidental par la tyrannie du platonisme. Par contre, le jugement porté sur l'instinct tyrannique des philosophes s'inverse lors de la phase intermédiaire de sa pensée. Nietzsche estime alors cette manière de légiférer la nature ou la société grossière, brutale, imparfaite. Il la compare à l'esprit des révolutionnaires français qui auraient voulu refaire le monde après en avoir fait table rase. Il préfère le réformisme attribué à Voltaire au radicalisme attribué à Rousseau. Les révolutionnaires seraient des esprits dogmatiques et simplificateurs, et à ce titre, un risque pour la complexité de la vie. On retrouve cet esprit réformiste jusque dans la préface à Par-delà bien et mal, où Nietzsche juge que les philosophes ont surtout été jusqu'alors des rustres qui violentaient la vérité par leurs dogmes unilatéraux. Il esquisse plutôt l'idée d'une philosophie prudente, faite d'hypothèses et d'explorations, ce qui suggère que sa propre philosophie serait à lire en ce sens, et donc qu'elle serait post-tyrannique. La section intitulée « Nous les savants » reviendra pourtant à une nouvelle conception du philosophe tyran, placé bien au-dessus du scientifique, puisque son rôle serait de préparer le renversement des valeurs estimées nécessaires pour vaincre le nihilisme et assurer une nouvelle grandeur à l'humanité. Nietzsche envisage donc 3 statuts possibles de la philosophie selon qu'elle joue ou non un rôle directeur sur l'ensemble du savoir. Dans sa compréhension de l'histoire de l'Occident, il estime que la métaphysique platonicienne aurait longtemps joué ce rôle directeur, y compris sur la science, étant entendu que le christianisme ne serait qu'un platonisme pour le peuple. La philosophie pourrait pourtant renoncer à son statut tyrannique ou en être privée, ce qui ouvre la possibilité ou semble ouvrir la possibilité de l'autonomie que revendique la science moderne. Mais la philosophie pourrait aussi renouer avec son rôle architectonique en contribuant à la création de nouvelles valeurs, ce qui suppose qu'elle contribue d'abord à détruire les anciennes tables de la loi. Ces 3 cas encadrent les diverses politisations de la science présentes dans l'œuvre de Nietzsche ou rendues pensables à partir d'elle. Donc, je vais détailler maintenant les 3 cas que je viens d'énumérer. Considérons de plus près chaque situation en suivant cet ordre historique schématisé. Déjà chez Platon, on assiste, selon Nietzsche, à une soumission de la quête de savoir à l'idée du bien, à travers un idéalisme indissociable de la morale. Cette position n'est pas la seule qu'ait exprimée la philosophie grecque, mais elle deviendra dominante par le triomphe du christianisme. La science comme la philosophie seront dès lors considérées comme les servantes de la théologie. Concrètement, le savoir est encadré par l'Église et par le pouvoir politique, qui tire lui-même une partie de sa légitimité de son statut religieux. En un sens plus profond, cela veut dire que la science a pour vocation ultime de retrouver par la connaissance du monde la confirmation de la puissance divine. La science devient ainsi au service d'un principe à la fois théologico-politique et théologique. Bien entendu, ce schéma est une simplification, un idéal type. Il n'y a sans doute jamais cessé d'avoir des tensions plus ou moins fortes entre le politique, la science, la philosophie et la théologie. Mais Nietzsche a lui-même contribué à la puissance évocatrice de cette simplification, selon laquelle Platon aurait été le tyran de 2 millénaires d'histoire et de pensée occidentale, pendant lesquels la science fut intégrée au dispositif idéaliste qu'il avait élaboré. En ce sens, la généalogie nietzschéenne vise elle-même à simplifier et à légiférer la pensée. Nietzsche s'intéresse de très près au 2e cas évoqué plus haut, celui d'une possible autonomie moderne de la science face à la philosophie, à la morale ou à la politique. Dans ce cadre général émerge une première politisation possible de la science, lorsqu'on l'intègre au grand récit de la libération de l'esprit à l'égard des tutelles du passé. La science acquiert ainsi un statut émancipatoire et possède ses propres héros et même ses propres martyrs dans l'avènement des Lumières. Nietzsche se montre favorable à cette dimension émancipatoire dans la mesure où elle a contribué à combattre la métaphysique et la morale chrétienne, dans la mesure aussi, par conséquent, où elle peut servir à étayer une ontologie pluraliste contre les figures héritées de l'un, y compris l'idée du sujet-esprit ou du sujet-volonté, qui serait la source de sa propre activité. Les œuvres de sa période intermédiaire, notamment, ne cessent de louer les libres esprits, y compris à travers l'éloge de Voltaire.
La science apparaît d'ailleurs comme une arme politique d'autant plus efficace qu'elle est pensée comme autonome. L'appui de Nietzsche au darwinisme est aussi une façon d'intégrer l'idée d'évolution dans l'arsenal contre l'idéalisme de la tradition, un outil pour désenchanter les esprits et faire place nette. Nietzsche a surtout insisté toutefois sur les limites de cette autonomie moderne de la science. À un premier niveau, il présente le scientifique moderne comme un descripteur passif du réel. Le savant ne légifère pas, il observe et analyse. Du moins, est-ce le contrôle sur soi auquel il aspire. Les philologues qui ont critiqué la naissance de la tragédie reprochaient à Nietzsche d'avoir fabriqué une antiquité de son cru sur des bases hypothétiques. Il aurait manqué de cette sobre discipline que célébrera Max Weber dans Le métier et la vocation de savant. Mais de cette passivité découlerait, selon Nietzsche, une fausse autonomie, puisque le savant est voué à être instrumentalisé par ceux qui agissent véritablement sur le réel. En termes politiques, le savant serait un outil pour qui saura l'utiliser, une force à capter. L'utilisateur peut être l'État pour servir la force militaire ou la santé publique. Ça peut être la démocratie pour servir le goût du bien-être et la volonté d'abolir la souffrance, par lesquels Nietzsche, héritier de Platon sur ce point également, caractérise l'âme démocratique. Certains Nietzschéens de gauche insistent aujourd'hui sur le rôle politique implicite de la science au service de l'ordre productiviste et capitaliste. Quoi qu'il en soit, le savant, ne désirant rien de grand par et pour lui-même, apparaît à Nietzsche comme l'envers du tyran philosophe. Pour être encore plus clair, il n'hésite pas à traiter le savant d'eunuque. Il y aurait donc des limites très concrètes à l'autonomie de la science dans le monde moderne, puisqu'elle sera politisée par tel pouvoir social ou telle dynamique historique qui s'approprie sa puissance à des fins propres. Mais l'autonomie de la science n'aurait pas que des limites concrètes reflétées par ces diverses appropriations. Nietzsche estime également qu'en son cœur même, la science moderne demeure colonisée par des schémas métaphysiques ou moraux. Rappelons quelques exemples de ce soupçon plus radical. Plusieurs aphorismes de la première partie de Par-delà bien et mal suggèrent que la physique moderne, comme la physique ancienne d'ailleurs, n'est qu'une interprétation qui projette sur la nature des idées venues de la philosophie ou de la religion. L'atomisme matérialiste ne serait lui-même qu'une version de l'atomisme spirituel venu de la religion chrétienne. Plus généralement, l'idée que la nature soit régie par des lois ne serait qu'une interprétation inspirée de l'humanitarisme démocratique, puisque la démocratie a pour principe que toutes les forces particulières soient soumises à des lois universelles. Or, il se pourrait bien, ajoute Nietzsche, et je cite, que le monde soit plutôt un champ de force où les lois font absolument défaut. Ce qu'on appelle des lois ne serait alors que le masque des forces qui en sont l'origine. D'autres textes suggèrent que la conception darwinienne de la lutte pour la survie recycle le tableau des luttes de classe anglaises et le pessimisme de Malthus. Ces exemples supposent que la science est donc non seulement utilisée par des forces extérieures, mais également hantée dans ses conceptions fondamentales par les fantômes des métaphysiques mortes ou par leurs avatars politiques. Pour le dire dans les termes d'Auguste Comte, les sciences n'atteindraient jamais totalement l'âge positif. Cela ne veut pas dire que l'idée d'autonomie de la science à l'égard de la philosophie ou de la politique soit pour Nietzsche d'aucune valeur. Elle est devenue indissociable d'un grand récit politique et elle produit des effets réels. Il n'est pas insensé de la promouvoir, ne serait-ce que pour l'utiliser à ses propres fins. En réalité, néanmoins, l'autonomie de la science serait illusoire, puisqu'elle est une force vouée à être captée par d'autres forces et que ses idées maîtresses sont toujours déjà des interprétations du réel héritées de la métaphysique, de la religion, ou même des illusions cristallisées dans le langage. La généalogie critique de la dépendance de la science à l'égard d'instances qui en déterminent l'usage et l'orientation ouvre la voie au troisième grand type de politisation de la science annoncé plus haut. Car si la science a toujours été un outil, Nietzsche envisage donc qu'elle puisse désormais être mise au service d'une philosophie à venir, celle qui annonce de nouvelles valeurs et contribue à leur création. Il s'agirait par conséquent d'une politisation de la science par des philosophes tyrans inédits et leurs possibles relais politiques, qui chercheront consciemment à rediriger l'histoire humaine. On peut cette fois encore distinguer deux plans. Le premier plan relève de l'idée
d'utiliser la science telle qu'elle existe, mais cette fois au service de valeurs redéfinies par la philosophie. L'illustration la plus nette du philosophe tyran ou du philosophe grand législateur est peut-être donnée dans les aphorismes 62 et 63 de Par-delà bien et mal. Nietzsche y réfléchit non pas sur la science, mais sur la religion. La religion a des effets historiques majeurs. Le problème, selon Nietzsche, c'est d'une part qu'on l'a laissé se croire elle-même autonome et devenir tyrannique, et c'est d'autre part que la religion chrétienne, entre autres, aurait imposé une morale qui affaiblit et enlaidit la vie. Il conçoit par conséquent l'idée d'une religion utilisée par de nouveaux philosophes qui serait la tournée vers d'autres buts. Cette analyse comporte un aspect inquiétant qui nous intéresse directement ici, puisque Nietzsche esquisse l'idée d'une forme d'eugénisme qui, délestée de la morale chrétienne, protectrice des faibles, serait un des outils par lesquels tendre vers une humanité supérieure. Son dialogue critique avec la biologie contemporaine sera d'ailleurs de plus en plus marqué par l'horizon de l'eugénisme. Dans son étude détaillée des rapports de Nietzsche à la biologie, Barbara Stiegler insiste d'abord sur la richesse des analyses qui visent à renouveler le concept de corps vivant, mais elle montre aussi que Nietzsche a peu à peu envisagé une intervention active sur le vivant, rendue possible par la science. L'eugénisme conçu par Nietzsche n'est pas l'eugénisme nazi, mais il marque tout de même une fascination faustienne pour le pouvoir accru de l'un actif d'agir sur le réel. Le second plan de cette nouvelle politisation de la science est plus théorique. Le nouveau philosophe devrait non seulement promouvoir une nouvelle utilisation de la science, mais intervenir dans son élaboration pour la réorienter. C'est ce que tenterait Nietzsche dans son dialogue critique avec la biologie de son temps et tout spécialement avec le darwinisme. Après avoir souligné l'intérêt de la théorie de l'évolution pour désenchanter le monde, il s'efforce de la repenser. Nous n'entrerons pas ici dans le détail des divers enjeux soulevés par l'entreprise. Soulignons néanmoins que l'œuvre de Nietzsche autorise deux interprétations de son effort philosophique. D'une part, l'analyse semble parfois vouloir corriger les erreurs de Darwin, ou du moins les vérités partielles de Darwin, qui auraient découlé, selon Nietzsche, de certains ancrages restés trop classiques ou trop timides dans sa pensée. Il faudrait remplacer ces approximations grâce à des perspectives inspirées d'une ontologie pluraliste plus ambitieuse et mieux comprise, qui ne limite pas l'idée de lutte, par exemple, à la concurrence entre espèces, mais l'intègre à une science du corps, qui ressaisit ses forces dynamiques et leur rôle dans la transformation du vivant. D'autre part, deuxième interprétation de son rapport à Darwin, si on veut, la première était que Darwin était dans l'erreur, donc on cherche la vérité, quelque chose de plus vrai. D'autre part, on peut concevoir aussi l'entreprise de refondation du darwinisme comme une volonté de capture. Il ne s'agit plus alors du remplacement de l'erreur ou de l'approximation de Darwin par une plus grande vérité, mais plutôt d'une lutte de perspective qui vise à produire des effets plus favorables à la vie. On retrouve ainsi un perspectivisme radical selon lequel il n'y a pas de texte ou de choses en soi, pas même le corps ou l'ensemble de la vie, mais seulement des interprétations en lutte. J'en suis à ma conclusion, je vais revenir me détacher du texte. Donc, je résumais dans cette conclusion les 7 grandes politisations de la science qu'on trouve dans l'œuvre de Nietzsche. 2 sont très classiques. C'était la politisation de la science par sa captation par la métaphysique platonicienne et par les pouvoirs anciens, l'Église, l'État, etc. 3 nous concernent plus, 3 politisations de la science à l'époque où elle se veut autonome. Nietzsche dit « Cette volonté d'autonomie de la science est déjà liée à une politisation, au grand récit des Lumières, etc., qui est une politisation. » Il dit aussi qu'il y a une part d'illusion dans l'autonomie de la science, qu'elle est une force qui va être captée par des pouvoirs, l'État s'en empare pour des usages militaires ou que sais-je encore, ou encore que c'est une fausse autonomie puisque les fondements de la science demeurent métaphysiques. Elle continue d'être secrètement inscrite dans le devenir de la métaphysique occidentale, pour parler comme Nietzsche, mais aussi pour parler comme Heidegger. Et les 2 dernières politisations, c'est les politisations que Nietzsche lui-même envisage.
Il dit, autrefois, la science était au service de la métaphysique platonicienne et du christianisme, de l'idée du Dieu retrouvé dans le monde. Il faudrait maintenant soumettre la science à une nouvelle philosophie. Et encore une fois, ça peut prendre une forme concrète, soumettre la science à un programme, disons, eugéniste, ou une forme plus abstraite, intervenir dans la science elle-même pour la coloniser à nouveau de l'intérieur, lui donner un nouveau programme, un nouvel ADN philosophique qui serait défini par des nouveaux philosophes dont la tâche est de renverser les valeurs. Donc, je termine en disant que cette perspective sur les diverses formes de politisation de la science dans l'œuvre de Nietzsche donne en partie raison à Heidegger. Heidegger lit Nietzsche comme quelqu'un qui, en un sens, achève les métaphysiques de la volonté et veut soumettre tous les temps, tout le monde à une volonté de puissance. Et il y a ça, en effet, dans l'œuvre de Nietzsche. Il y a certains passages de l'œuvre de Nietzsche, notamment les passages favorables à l'eugénisme, où on a l'impression que le monde doit être soumis à une nouvelle volonté qui sera définie par les philosophes. Mais comme vous avez pu voir, je ne m'en tiens pas à la thèse heideggerienne. Il n'y a pas que ça dans l'œuvre de Nietzsche. Il y a toute une panoplie, toute une analyse, toute une décomposition possible des diverses politisations de la science que j'ai tenté ici d'esquisser, bien que trop brièvement, je m'en excuse, ou peut-être même de façon un peu trop longue pour la conférence, je ne sais plus. Mais voilà, je m'arrête ici. Merci. Merci. Merci Yves pour cette dissection des différentes positions de Nietzsche sur la politisation de la science. Merci aussi d'avoir résumé une partie de la présentation pour respecter les 30 minutes approximatives de façon impartie. Alors, on passerait maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire aux questions de notre avocat du diable désigné pour aujourd'hui, qui est Marc Lamontagne. Alors, Marc, donc, à toi d'interroger Yves pour lancer la discussion ensuite. Je ne serais pas très diablotin aujourd'hui, au contraire. Je voudrais remercier Yves d'ailleurs pour sa belle conférence sur Nietzsche qui est très, très riche philosophiquement, puis plein de nuances. Et puis, en fait, il y a plein de questions qui me viennent, puis que j'aimerais t'entendre, Yves, approfondir quelques éléments que tu n'as peut-être pas eu tout à fait l'occasion. Moi, j'ai la chance d'avoir le texte initial devant les yeux. Il y a vraiment des éléments. J'aimerais te donner l'occasion d'y revenir un peu dans les questions. Moi, j'ai identifié trois thématiques, là, trois problèmes ou questions plutôt. La première, ce serait, est-ce que tu pourrais développer, en tout cas pour mon propre profit, puis pour ceux de tous nos auditeurs, ce lien plus flou qu'il y a en fait entre la science puis la religion quand Nietzsche affirme que son autonomisation a été en fait illusoire, dans le sens où la philosophie, même la science elle-même, porte sur des croyances envers le monde. Et puis qu'en fait, peut-être que la science, c'est une religion finalement. Mais Nietzsche la met toujours en relation uniquement avec la religion. En tout cas, dans ce qu'on en a entendu, ou puis moi aussi, dans ce que j'ai lu, beaucoup de la naissance, la tragédie, ou d'autres textes qui tournent autour de la question, il met toujours en relation cette croyance, on pourrait dire, fondamentale de la science en relation avec la religion du christianisme, puis d'une morale universaliste, qui, dans le fond, parce que ma question est là, si dans le fond Nietzsche milite pour une espèce de renouveau des valeurs morales, qui n'imite plus la tyrannie platonicienne de l'idée du bien, qui en fait aurait été traduite dans le christianisme, dans le fond, c'est pas une nouvelle religion que cherche Nietzsche à faire ressurgir une religion qui, elle, serait plurielle, puis pas monothéiste dans le sens où morale et universaliste comme l'est le christianisme ou l'idée qu'on en a. Par une nouvelle religion, je dirais peut-être même philosophique, qui serait inspirée de la pensée ou de l'inspiration de la vie elle-même.
premier thème. Deuxième thème qui me préoccupe, qui me pose des questions, surtout par rapport à notre situation contemporaine autour de l'eugénisme. Et puis justement, cette idée-là de la peur de la science qu'on a vu surgir, surtout par rapport au vaccin, quoi. Comme si là, on était en train de transformer la nature humaine. Puis tout ce braquage qui a eu lieu justement devant peut-être la peur qu'on a de cette autonomie de la science par rapport aux politiques. Ça fait toujours débat. Est-ce que, par exemple, dans les contraintes sanitaires qu'on a eues, particulièrement au Québec, on s'est beaucoup demandé est-ce que la science était indépendante du politique? Est-ce que le politique a influencé la science? Dans le fond, de quoi on a peur, en fait? Parce que l'autre idée à laquelle je la mettrais en lien, celle du philosophe tyran. C'est pas une idée qui me plaît beaucoup, moi. Je préfère l'idée du philosophe éducateur que du tyran. Mais j'ai l'impression, surtout avec nos tyrans modernes, là, je pense à Trump, évidemment, mais je pense aussi là, à Poutine, qui impose une espèce de vision presque religieuse là, qui transcende les valeurs morales, ou je ne sais pas si elle réinvente quelque chose de nouveau, mais de cette adhérence-là ou de cette puissance-là qu'ont ces dictateurs ou ces autocrates qui, en fait, remettent en question même la science et remettent en question les principes moraux. Est-ce que c'est pas à ça que ressemblerait un philosophe tyran, c'est-à-dire un philosophe qui use de la science pour arriver à cette espèce de drôle d'idéal d'une nouvelle humanité? Ça, ce serait ma deuxième question. Puis une dernière question bonus, je dirais, parce que tu n'en as pas beaucoup parlé, mais tu sais, un peu à la fin, en fait, tu as presque donné raison à Heidegger de considérer en disant que Nietzsche, en fait, était le summum de la venue de la métaphysique de la volonté. Puis que moi, je le lis au bénéfice de tout le monde. Heidegger est venu voir dans l'œuvre de Nietzsche l'aboutissement des métaphysiques de la volonté, qui elle-même approfondirait l'occultation de la question de l'être. Moi, c'est drôle, en étudiant ton texte, en écoutant ta conférence, justement, parce que tu as présenté une espèce de euh, euh, pluralité des visions de Kant autour de la science, moi, j'avais plutôt l'impression que tu donnais tort à Heidegger en disant qu'en fait, Heidegger se serait peut-être trompé de considérer que Nietzsche faisait partie de l'histoire de l'oubli de l'être. Parce que quand même, son idée de renouvellement philosophique à partir des intuitions de la vie profonde, je la vois pas si loin d'une autre d'une ontologie plutôt plurielle de la volonté et pas ni monothéiste ni particulièrement dominante comme un suprême étant sur l'étant. Donc, dans le fond, je me disais, est-ce que ta conférence n'a pas en fait prouvé que Heidegger avait tort d'inclure Nietzsche dans son histoire de l'être, comme moi, d'après mes études doctorales, j'ai beaucoup côtoyé Gadamer, qui Gadamer prouve aussi que Heidegger avait tort d'inclure Platon dans dans l'histoire de l'oubli de l'être. Gadamer dit plutôt que ça commence à partir de Descartes. Mais là, peut-être que Josiane ne sera pas d'accord. Mais aussi de M. Narbonne, qui a démontré, que j'ai lu dernièrement, ces entretiens qui ont été publiés là, par Nicolas Comtois. En tout cas, je vous le conseille à tout le monde. C'est vraiment un délice. C'était un régal de lire ça. Où M. Narbonne démontre aussi qu'en fait, Heidegger s'est trompé par rapport à Heidegger. Par rapport à Aristote, pardon.
Donc, dans le fond... Le contraire m'aurait étonné. Moi aussi, mais c'est bien démontré. C'est dans le fond, moi, on m'a toujours dit, en étudiant auprès des spécialistes d'Heidegger en Allemagne, que Heidegger avait moins lu que moi, qui n'était pas un fin lecteur, en fait. Puis finalement, sa tentative de l'histoire de l'être, peut-être que, en fait, tu viens de démontrer que c'est un échec puis une erreur. Mais bon, je laisse ouverte la question bonus. Merci encore, Yves, pour cette riche conférence. Merci, Marc. Je te renvoie la balle pour ces riches questions. Il y a beaucoup de choses au menu. Donc, j'ai essayé de prendre en note du mieux que je pouvais les trois, et même parfois la première, je pense qu'elle en contenait plusieurs, etc. Bon. Alors, la première serait sur le lien entre la science et la religion. J'ai essayé de distinguer, donc, tu as demandé est-ce que la science est elle-même une religion, ce qui est déjà une question un peu différente de la façon qu'a Nietzsche d'aborder la question. Il cherche à montrer que la science, pendant longtemps, a été mise au service de la religion. Et j'ai cherché à distinguer deux plans. Le plan plus concret, immédiatement politique, où une institution, l'Église, contrôle le discours savant à travers les universités, etc., etc. Et une version plus théorique, si on veut, ou théologique, où la mission de la science était quand même de retrouver dans le monde la trace de la puissance divine. Donc, il y a un programme théologique qui était derrière la science ainsi conçue. Nietzsche pense ensuite la sortie de ce schéma et sous le terme d'une autonomie de la science, un projet d'autonomie de la science. Est-ce que la science réussit à être refondatrice d'une religion, de quelque chose qui donnerait son sens au monde? Je crois que Nietzsche répond plutôt non. Quoi qu'il associe à la science, et c'était un des enjeux les plus complexes de l'œuvre de Nietzsche, de l'interprétation de l'œuvre de Nietzsche, il associe quand même à la discipline du savant ce qu'il appelle la probité. Est-ce que la probité peut être la base d'une nouvelle éthique, d'une nouvelle morale? Et qu'est-ce qu'il veut dire au juste avec la probité si par ailleurs il met en question l'idée de vérité, etc., etc.? C'est très délicat d'interpréter ce que signifie la probité nietzschéenne après la déconstruction de l'idée de vérité. Alors, je pense que la probité n'a pas de sens s'il ne reste pas quelque chose comme une idée de vérité qui travaille l'œuvre de Nietzsche. Mais moi, j'en viens à l'idée que chez Nietzsche, il y a une tension entre une tentation d'un perspectivisme radical qui abolit l'idée de vérité et par ailleurs le maintien de l'idée de vérité, mais sous une autre forme, sous la forme d'une ontologie pluraliste. Bon. Je crois que ton intuition est assez juste. Nietzsche, comme disait Léo Strauss, est un homo religiosiste, c'est un esprit religieux. Il le disait lui-même, Nietzsche. Est-ce que Nietzsche tend vers une nouvelle religion à partir d'une réflexion sur la vie dans sa multiplicité, dans sa beauté, dans une conception pluraliste de la vie? Je crois que oui, au fond. Mais il nous dit à plusieurs reprises que rien dans son époque ne permet d'arriver à ce nouvel... Alors, il ne peut être que le prophète, le Saint Jean-Baptiste, si vous me permettez, de cette nouvelle religion, qui n'a pas de rien de solide pour la fonder. Quoique, c'est dans les aphorismes 62-63 de Par-delà bien et mal, Nietzsche nous donne le programme d'une utilisation possible de la religion par des philosophes. Alors là, la religion a deux sens. Il y a la religion pour le peuple, que le philosophe pourrait recréer pour donner une nouvelle morale au peuple. Et il y a la religion en un sens plus fondamental auquel le philosophe pourrait lui-même adhérer, et non pas seulement une religion pour le peuple. Et je crois que Nietzsche aspirait à une sacralité du monde et tendait vers ça, mais pour reprendre ses propres métaphores, le moment du lion, les trois métamorphoses de l'esprit, il aspirait à l'enfant qui jouerait au dé, puis ça serait quelque chose comme un nouveau rapport sacré au monde. Mais l'œuvre de Nietzsche est quand même restée pas mal celle du critique du lion. Et donc, on n'a pas les éléments d'une nouvelle religion comme telle chez Nietzsche. On a seulement comme une aspiration à ça. Heidegger disait, il n'était pas toujours uniquement critique de Nietzsche.
il le considérait comme le dernier philosophe occidental à avoir pris au sérieux l'idée de Dieu. Donc, il le voyait lui-même, Heidegger, comme un esprit religieux. Sur la question, la deuxième, de l'eugénisme, la peur de la science, et tu l'as formulé en disant peur de l'autonomie de la science, très concrètement, dans les débats qu'on a vus autour de l'autonomie de la santé publique à l'égard du politique, etc. Je crois que Nietzsche, méchamment, dirait que la santé publique n'était pas vraiment autonome parce qu'elle voulait sauver tout le monde. Elle était au service de la morale chrétienne. Il faut sauver tout le monde, y compris les faibles. Il faut donner plus de pouvoir à l'État pour sauver tout le monde. Et tout ça, nous dirait Nietzsche, c'est encore de la pitié chrétienne à l'œuvre. Donc, Dr Arruda, pour Nietzsche, serait quelque chose comme un chrétien qui a pitié de... Bon, je fais un peu de la caricature, mais je ne crois pas que Nietzsche aurait pensé que c'était là de l'autonomie au sens fort. C'était l'autonomie à l'égard du gouvernement, peut-être, jusqu'à un certain point. Là, tu sais qu'on en a discuté, que publiquement, ça a été discuté, mais je ne crois pas que l'attitude de vouloir sauver toutes les vies humaines, ils sont terribles, ces aphorismes 62-63 de Par-delà et bien et mal, parce qu'ils reprochent non seulement au christianisme, mais au bouddhisme de vouloir sauver les faibles. Puis il suggère qu'il faudrait cesser de faire ça, de vouloir sauver les faibles. Ça a été un débat tragique même, si vous vous souvenez, au début de la pandémie en Italie, on en était au point à avoir à choisir entre les malades. Et qu'est-ce qu'on choisit? Un jeune de 25 ans ou une personne de 85, etc. Bon, Nietzsche, on ne sait jamais si c'est son dernier mot, mais il flirte avec l'idée qu'on pourrait sacrifier les faibles. Et pour en venir à, je crois que c'est une autre question que tu as posée, est-ce que ça donne raison à Heidegger ou non? Je crois qu'il a en partie raison, et je vais revenir à l'auteur que j'ai cité qui s'appelle Barbara Stiegler. Son livre sur Nietzsche et la biologie est très bon en passant. Ceux qui s'intéresseraient au rapport de Nietzsche au darwinisme, c'est fouillé dans le détail, c'est très bien fait. Donc, elle veut faire l'éloge d'un Nietzsche nuancé, complexe. Et elle finit par conclure, malheureusement, le dernier Nietzsche s'est durci dans une attitude, justement dans son combat contre le christianisme, dans sa séduction, sa façon de présenter l'eugénisme comme une thèse séduisante. Alors, elle dit, ben, il y a un Nietzsche qui s'est durci et qui donne raison à Heidegger, alors que Barbara Stiegler commence en disant Heidegger n'a pas raison, il y a autre chose chez Nietzsche. Elle finit par dire, mais il y a quand même un certain Nietzsche qui donne raison à Heidegger et on ne peut pas l'effacer non plus. Donc, c'est une façon de ne pas te répondre en un sens oui ou non, oui et non. Il y a un Nietzsche qui... Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans les aphorismes sur le philosophe dans Par-delà bien et mal, les plus délirants sur le rôle du philosophe comme créateur de valeurs, etc., etc. Nous devons imposer au monde une nouvelle vision des valeurs. Et c'est ça le philosophe tyran. Il est séduit quand même par le philosophe tyran. dont Platon serait le grand modèle, bon, etc. Je suis plutôt d'accord avec toi que, comme je l'ai suggéré très rapidement, Nietzsche simplifie Platon, et c'est là que ça se passe sans doute, et Heidegger, à sa suite, simplifie aussi Platon en nous disant que l'Occident n'est à peu près rien d'autre depuis 2500 ans que la continuation de la tyrannie platonicienne qui encore nous domine, etc., etc. Je crois que la simplification heideggerienne, elle s'est arrimée à une simplification antérieure qui était déjà la simplification par Nietzsche lui-même. Je crois que j'ai touché, sans peut-être tout couvrir, l'essentiel de tes questions, à moins que tu veuilles me relancer, Marc. Non, merci Yves. J'aimerais mieux que Jean-Claude lance le débat. D'accord, ben merci Marc pour les questions, merci pour les réponses. Ça ouvre beaucoup de perspectives, ce que tu as présenté et les trois questions que Marc a posées, très pertinentes. Alors, vous avez deux façons donc d'intervenir pour poser des questions. Soit vous utilisez là, les petites réactions que vous avez en bas de l'écran et qui permettent de lever une main virtuelle, soit vous passez par le chat et vous posez la question par écrit et on va la relayer à Yves. Et on a des gens sur Facebook peut-être, alors vous pouvez aussi
passer par ce biais pour poser votre question. Alors donc, je vous écoute. Qui veut casser la glace? J'ai pas de petite main levée. Alors, Yves, je vais me permettre de poser une question pour lancer la discussion. Ensuite, je donnerai la parole à Hubert qui vient de lever la main. Une des dimensions que relève Nietzsche dans sa critique de la science et qui a été un petit peu, je ne dirais pas caricaturée, mais reprise de manière amusante par Michel Serres dans un texte très, très amusant sur les 7 péchés capitaux de la science, c'est la dimension ascétique. Nietzsche dit la science est une ascèse. Et je le situerais peut-être entre la 2e et la 3e période là, que tu as relevée dans la pensée de Nietzsche. Et quand il parle d'une ascèse, il voit une éthique qui se fixe des valeurs plus ou moins conscientes. On t'a parlé de la probité, la rigueur intellectuelle, l'oubli de soi, le désintéressement, l'impartialité. Ce sont toutes des valeurs qui ont été reprises par Weber dans la façon dont il conçoit l'éthique du savant. Et pour Nietzsche, cette éthique ascétique, c'est un oubli de la vie d'une certaine façon, et c'est aussi un oubli du corps. Tu as parlé un petit peu de cette dimension-là. Alors, je ne sais pas, tu pourrais peut-être développer ça. Comment tu perçois cette critique de l'éthique implicite de la science chez Nietzsche par rapport à la vision que tu as présentée? Merci Jean-Claude pour cette question centrale, bien entendu. Pour y répondre, je vais faire référence à un autre texte que j'évoquais dans le texte, mais que j'aime beaucoup de Nietzsche, qui est la 2e inactuelle, dont le titre est Des avantages et des inconvénients de l'histoire pour la vie. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça dans la méthode nietzschéenne, qui considère chaque phénomène, chaque réalité qu'il analyse, en voulant faire ressortir à la fois les avantages et les inconvénients. Et il le fait pour la science moderne, et il le fait pour l'ascèse que suppose la science moderne. Parfois, Nietzsche fait l'éloge de cette ascèse, notamment dans la période centrale, intermédiaire, quand il veut prendre ses distances avec Wagner. Alors là, il fait une critique des artistes et de leur subjectivisme déchaîné, puis sans discipline, etc., etc. Et il contraste l'artiste avec le scientifique. Et là, il fait l'éloge de l'ascèse du scientifique. Il ne faut pas oublier que Nietzsche lui-même, dans le fond, c'est toujours un peu étrange de voir ses critiques de l'ascèse au nom du corps, parce que y a-t-il eu une vie plus ascétique que celle de Nietzsche? Moi qui ai lu toute la correspondance, il passe sa vie à penser, à marcher, puis à écrire. Et c'est à peu près tout dans une petite chambre en Italie ou dans le sud de la France. Il est un ascète lui-même qui a d'ailleurs rêvé de vivre dans une sorte de monastère, un monastère de nouveaux philosophes, etc. Donc, il est un ascétique. Il se reconnaît lui-même comme tel, y compris quand il en fait la critique. Donc, je disais qu'on a toujours avec Nietzsche l'envers et l'endroit d'un même phénomène. Il fait l'éloge de l'ascèse scientifique, mais il en fait aussi la critique. Alors, tu as raison de signaler la critique au nom de son idée dionysiaque de la vie, où là, l'homme ascétique a l'air de se discipliner au détriment de la vie, mais aussi la critique par la comparaison avec le philosophe ou le nouveau philosophe dont il rêve, dont il trace les contours. Le philosophe est celui qui donne les principes premiers à partir desquels les autres vont travailler. Quand il compare, c'est un peu, ça peut nous paraître, c'est pas très politiquement correct, mais dans ces aphorismes de Par-delà le bien et le mal, où il fantasme ce nouveau philosophe, il venait de parler du scientifique. D'ailleurs, Weber a été très lecteur de Nietzsche, il devait connaître ça par cœur quand il a fait son tableau des vertus du scientifique dans Métier et vocation de savant, où Nietzsche est cité à plusieurs reprises d'ailleurs. Alors, il venait de tracer le portrait du scientifique et ensuite il trace le portrait de ce nouveau philosophe. Et le scientifique, il le compare à celui qui ne donne pas la vie, à une vieille fille et à un eunuque, qui est impuissant finalement. Le scientifique n'est qu'un réceptacle qui prétend observer le réel de manière neutre, comme si on avait un accès direct, mais Nietzsche est un post-kantien radical. On n'a pas d'accès direct à la chose en soi. Donc, il y a quelque chose comme un filtre qu'il y aura toujours.
Et ce filtre, ce sont les philosophes qui devraient le donner, parce qu'ils savent qu'il faut donner un filtre pour observer le réel qui sera utile à la vie. Donc, le scientifique est à la fois loué et critiqué pour être dans une sorte d'ascèse. Bon, j'ai eu beaucoup de discussions avec un ami qui me dit, mais son portrait du scientifique est pas... Tu pourrais prolonger la discussion. Jean-Claude, tu connais mieux la science et les scientifiques que moi et l'histoire de la science que moi. Mais cet ami me dit toujours, le portrait nietzschéen du scientifique comme l'homme ascétique ne correspond pas à ce qu'on connaît, par exemple, des grands scientifiques du début du 20e siècle, qui ont été des créateurs. Ils sont au sens nietzschéen le plus fort des créateurs. Einstein n'est pas tellement si ascétique que ça. Einstein ressemble plus au grand enfant que Nietzsche fantasme dans Ainsi parlait Zarathustra, celui qui relance les dés, qui cherche, est-ce que le grand scientifique est tant que ça l'homme ascétique? Ça pourrait se débattre. Weber semble répondre oui, mais il y a quelque chose à dire aussi pour l'autre thèse, que les grands scientifiques sont quelque chose comme des grands enfants aussi, qui s'émerveillent devant le monde et qui ne sont pas uniquement ce morne fonctionnaire que décrit Nietzsche. Merci pour la réponse. Je suis certain qu'il y aurait des possibilités de prolonger ce débat sur la façon dont Nietzsche voit la science. Je vais passer la parole à Hubert qui a levé la petite main virtuelle. Alors Hubert, donc, si tu veux poser ta question ou faire ton intervention. Merci beaucoup pour la parole. Avec votre permission, je voudrais poser 2 questions. Merci. Je félicite d'abord le professeur Yves Couture pour cet exposé qui est très édifiant. La première question que je voudrais poser, c'est par rapport au propos nietzschéen, selon lequel la morale chrétienne enlaidit et affaiblit la vie. Je me dis, enfin, c'est là un propos difficile à recevoir parce que Nietzsche ne s'est pas arrogé à lui seul le monopole de côtoyer la religion chrétienne. Tous, par exemple, aujourd'hui, nous côtoyons cette religion et pour certains même parmi nous, ça breuve à la source de cette religion. S'il m'est permis de faire une objection, je dirais que la morale chrétienne plutôt embellit la vie. En ce sens qu'elle prône les grandes valeurs, comme enfin, les valeurs dont l'humanité a besoin pour son épanouissement, comme l'amour, la justice, enfin, l'égalité, etc. Donc, je n'arrive pas à comprendre quels sont les arguments qui peuvent nous permettre de justifier ce point de vue de Nietzsche selon lequel la morale chrétienne enlaidit et affaiblit la vie. Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est par rapport au statut de l'homme chez Nietzsche. En lisant Nietzsche, j'ai découvert que chez lui, selon Nietzsche, l'homme est corps de part en part et rien hors cela. Nietzsche ne reconnaît pas en l'homme l'existence d'une âme, parce que pour lui, l'âme est l'illusion de l'identité individuelle qui s'éteint dans la vacuité. Voilà. Donc, je me dis, c'est une chance historique pour moi d'être en face d'un spécialiste de Nietzsche. Je voudrais donc avoir un éclairage, mieux comprendre cette conception nietzschéenne de l'homme qui me paraît un peu absurde. Merci. Vos 2 questions soulèvent donc des mises en question de l'ensemble de l'œuvre de Nietzsche, puisque c'est 2 thèmes centraux, bien entendu, de l'œuvre de Nietzsche. Je ne prétends pas pouvoir parler avec autorité à fond, ni de l'une ni de l'autre, mais je vais essayer quand même de faire du mieux que je peux. Le rapport de Nietzsche à la religion chrétienne est fondateur pour toute la pensée de Nietzsche. Il était fils de pasteur protestant, etc. Il a vécu dans un contexte où la grande philosophie hégélienne de l'idéalisme allemand restait marquée par le christianisme, etc. Donc, le positionnement à l'égard du christianisme est quelque chose de central pour lui. Bon. On en a parlé tout à l'heure.
il y a une critique de l'ascétisme chez Nietzsche et donc de l'ascétisme chrétien, de l'ascétisme chrétien dans la mesure où il fait le christianisme une critique des passions du corps et cherche à encadrer ces passions, à les limiter, etc. Et Nietzsche s'est levé contre ça au nom d'une conception de la vie non ascétique qui est peut-être le mieux décrite dans La naissance de la tragédie, dans ce qu'il appelle le dionysiaque, la référence à Dionysos. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Il y a, parmi les plus grands lecteurs de Nietzsche, certains sont des chrétiens. Il y a toute une tradition de lecture chrétienne de Nietzsche qui voit même dans l'œuvre de Nietzsche le maintien de certains thèmes chrétiens jusqu'au bout. Donc, le rapport de Nietzsche au christianisme, je me souviens, j'ai eu un professeur de cégep qui m'avait enseigné Nietzsche avec passion. Il était passionnément anti-chrétien, alors Nietzsche, il l'adorait, etc. Et plus par la suite j'ai réfléchi, plus je disais, mais ce pauvre professeur, il était un peu en train de simplifier Nietzsche aussi parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous dites, bien sûr, mais la question sera discutée tant qu'il y aura des philosophes et du christianisme. Est-ce que le christianisme affaiblit ou alourdit la vie, ou est-ce qu'il rehausse ou il élève la vie? Je vous invite à lire les aphorismes 62-63 de Par-delà bien et mal. Nietzsche, encore une fois, essaie de voir toutes les conséquences d'une religion comme le christianisme. Et là, c'est très cynique ce que je vais vous dire, mais c'est du Nietzsche, c'est Nietzsche qui parle. Il dit, pour certains, le christianisme, c'est une bonne chose, parce que c'est ce qu'il y a de mieux qui peut leur arriver. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'affronter l'absence de signification, etc., etc. Alors, pour eux, c'est une bonne chose. Et il considère même que la morale ascétique protestante crée des hommes forts. Et ça peut être une bonne chose dans l'éducation que de passer par l'ascétisme chrétien. Mais au bout du compte, finalement, c'est la thèse nietzschéenne, on peut la combattre, bien entendu. Au bout du compte, le cours historique du christianisme est peut-être achevé. Dieu est mort. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase, j'allais presque dire le titre d'un texte de Heidegger, que veut dire le mot de Nietzsche, Dieu est mort? Si vous lisez l'aphorisme 125 du Gai Savoir, qui est l'aphorisme où il montre l'insensé qui dit on a tué Dieu, Dieu est mort, on voit bien que c'est un aphorisme tragique. Pour Nietzsche, que Dieu soit mort, d'abord ça peut paraître une absurdité de dire Dieu est mort, si Dieu est éternel, Dieu ne meurt pas, mais le sens de Dieu, l'idée de Dieu comme étant efficace dans l'histoire de l'humanité, Nietzsche considérait que c'était derrière nous, que l'élite européenne n'y croyait plus. Dieu est mort. Dieu est encore vivant dans le peuple, ou je ne sais trop où, chez quelques théologiens, mais globalement, la modernité n'y croit plus. Donc, Dieu est mort. Que faisons-nous ensuite? Bon, et là, je ne dis pas que, bien sûr, le constat nietzschéen, parce que c'est plus un constat qu'une thèse, Dieu est mort, est à accepter, mais c'est un des points de départ de Nietzsche. Et d'ailleurs, il y a des thèses très intéressantes. Le rapport de Nietzsche à la religion est très intéressant. Il nous dit le Dieu chrétien est mort peut-être à cause des valeurs chrétiennes, et notamment la probité dans la recherche du vrai. Peut-être qu'à force d'avoir enseigné la probité dans la recherche du vrai, on s'est mis à dire, mais ce qui est dit dans la Bible n'est pas la vérité. Nous cherchons la vérité parce que le christianisme, entre autres, nous a enseigné à la chercher, mais ça va finir par se tourner contre le christianisme lui-même. Dieu est mort parce que le christianisme aurait enseigné trop. Bon, mais là, je vois que j'entre dans plusieurs aspects différents de ce qu'on pourrait appeler la philosophie nietzschéenne de la religion. Je vous invite à lire les commentaires sur cette question, vaste question. Et si ça vous intéresse, à partir des auteurs chrétiens qui ont considéré la chose, notamment, son nom m'échappe à l'instant, le philosophe allemand contemporain de Heidegger, qui a beaucoup écrit sur Nietzsche, Karl Jaspers, qui est un chrétien et qui a une pensée, une interprétation de Nietzsche très intéressante. Alors voilà pour la première question, tout en sachant que je n'y ai pas vraiment répondu, puisque c'est à chacun de nous de répondre pour nous-mêmes ce qu'on pense de la vérité du christianisme, etc. Le statut de l'homme chez Nietzsche, bon, il ramène tout au corps.
Là, il y a une difficulté linguistique parce que l'allemand distingue le corps vivant du corps comme chose matérielle. Et ce que Nietzsche fait ou ce que Nietzsche tente, c'est une philosophie du corps vivant. Et certains disent, oui, mais son corps vivant, dans le fond, c'est qu'il spiritualise le corps ou il corporéise, si ça se dit, l'esprit. Il y a en fait une espèce de synthèse, comme si c'était la même chose, etc. Nietzsche n'est pas un auteur particulièrement réductionniste. Il situe dans le corps à peu près tout ce qu'on avait situé dans l'âme sans la volonté de nier la grandeur de l'esprit. Il est toujours en train de faire l'éloge de la grandeur de l'esprit, etc., même s'il a cette thèse que l'esprit, au fond, c'est le corps. Mais il ne veut pas être de ces philosophes qui réductionnistes qui réduisent l'être humain à quelques propriétés. Il a un mépris complet pour les utilitaristes anglais, mépris complet pour Hobbes, qui est un vrai matérialiste cohérent et conséquent, alors que Nietzsche est plus ambigu. Il resitue dans le corps l'essentiel de ce que la tradition idéaliste avait placé dans l'esprit, mais sans volonté de réduire l'être humain comme une machine. C'est plus riche que ça. En tout cas, il souhaite que ce soit plus riche que ça. On peut être en désaccord avec sa tentative de dépasser le dualisme corps-âme ou corps-esprit et de tout resituer dans le corps. Mais il faut le lire attentivement pour reconnaître quand même que c'est une entreprise qui se veut très ambitieuse et pas rapide d'écarter comme ça tout ce que la philosophie, disons, de tradition idéaliste et platonicienne avait placé au sommet de la hiérarchie de l'esprit. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions. C'est plutôt des indications de la profondeur et l'ampleur du problème dans l'œuvre de Nietzsche que des réponses, bien entendu. Satisfait, professeur. Merci. Merci. Merci, Yves. Avant de passer la parole à M. Labelle, j'avais France Giroux qui a adressé un commentaire qui est en même temps un questionnement, Yves, que je vais te relayer, et c'est dans le chat. Oui, je l'ai sous les yeux. J'essaie de le lire avec toi. OK, alors je vais le lire pour que tout le monde l'entende. Merci de la conférence et du commentaire effectué avec probité et un esprit très nuancé. Dans la section philosophie, politique et sciences, donc la section de ta conférence, la visée ultime de renverser la hiérarchie des valeurs que Nietzsche veut à distance de la religion et de l'institution de l'Église, l'amène-t-il à critiquer l'instrumentalisation des sciences par la politique? Je n'ai pas saisi le lien que vous avez évoqué avec le politique, ni l'exemple de la militarisation des sciences. Jean-Jacques Salomon, donc le physicien et sociologue des sciences, dans La science entre savoir et pouvoir, se méfiait du slogan de Francis Bacon, savoir pour pouvoir. Donc, je pense qu'elle veut que tu reviennes sur ce lien-là que tu as établi entre l'instrumentalisation des sciences par la politique et la vision nietzschéenne. Si je comprends bien la question. Je vais essayer d'y répondre. Alors, j'ai distingué 3 moments de l'œuvre de Nietzsche, de l'œuvre de Nietzsche, oui, mais aussi 3 façons d'aborder la question de la politisation de la science. La deuxième période serait la période dominée par l'idée que l'idéal serait l'autonomie de la science à l'égard des anciens pouvoirs, les États religieux ou l'Église, donc autonomie de la science à l'égard de tout ça. Et Nietzsche fait l'éloge du récit des Lumières, quand les Lumières ont servi à libérer la science des anciennes formes d'instrumentalisation. Alors là, c'est toujours la même chose avec Nietzsche. On peut avoir un éloge qui se renverse ensuite en une critique, etc. Mais il fait l'éloge de l'autonomisation de la science à l'égard de la métaphysique, de la pensée chrétienne, etc. Et ensuite, il nous dit, mais en fait, la science n'atteint jamais une pleine autonomie. Il n'y a pas de place chez Nietzsche pour la pleine autonomie de la science. Elle est une force qui va être captée par une autre force. Et j'ai donné des exemples. J'ai dit, la science utilisée par l'État, elle est au service soit du développement d'armes nucléaires, ou soit au développement, Dieu merci, de choses comme la santé publique, etc., etc. Donc, la science est instrumentalisée. Elle devient un instrument. Et il va plus loin, il suggère que, au-delà d'être un instrument au sens très concret,
la science n'atteint même pas une pleine autonomie à l'égard de la donation originaire, on pourrait dire, pour prendre le vocabulaire de la phénoménologie, de sens que la philosophie ou la religion faisait. La science reste, par exemple, quand il prend, il faut lire, et c'est les passages les plus relativistes et les plus perspectivistes sont au début, dans la première section de Par-delà bien et mal, quand il nous dit que l'atomisme matérialiste, dans le fond, est dépendant de l'atomisme chrétien. C'est l'idée qu'il y aurait des entités en soi, des âmes en soi, qu'on a fait passer dans la matière, et ça a donné quelque chose comme un atomisme matérialiste. On voit ici l'exemple de dépendance que vise Nietzsche. Une qui est encore plus radicale, c'est quand il nous dit l'idée qu'il y aurait des lois naturelles. Il dit, mais moi je ne le suis pas sur ce terrain-là, mais en fait c'est ce que Nietzsche dit, nous vient d'un concept démocratique de la loi où chaque force, et là je crois qu'il pense à des dialogues de Platon avec la position de Thrasymachus et de Calliclès qui veulent que le tyran échappe à la loi, et Nietzsche est du côté de Thrasymachus et de Calliclès. Il nous dit les lois qui s'imposeraient à toutes les forces sont une volonté démocratique. Projeter sur la nature l'idée de loi universelle, c'est un schéma démocratique, donc un schéma chrétien, parce qu'il ne faut jamais oublier que Nietzsche nous dit que la démocratie, c'est le christianisme qui s'est incarné politiquement, puisque c'est l'égalité de tous, etc. Et donc, l'idée même de loi de la nature, là, je pense qu'on atteint la plus grande radicalité du Nietzsche perspectiviste. L'idée même de loi de la nature serait une projection politique sur la nature du réel. Et comme Nietzsche est un post-kantien, en le fond, on n'en sait rien. Et cet aphorisme où il critique l'idée de loi de la nature, il continue en disant, ben moi je vais vous dire, j'en ai une autre interprétation de la nature. Il n'y a pas de loi. Il n'y a que des forces qui s'opposent les unes aux autres et c'est les plus fortes qui triomphent. Et là, il répond, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le perspectivisme nietzschéen dans toute sa, je sais pas, dans sa radicalité. Il répond, vous allez me répondre, oui, que moi-même, ce que je suis en train de vous dire, qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a que des forces en lutte, ce n'est qu'une interprétation de la nature. Et Nietzsche dit, ben moi, je vais vous répondre, oui, ce n'est qu'une interprétation de la nature. Donc, il n'y a pas de loi, il n'y a que des interprétations, etc., etc. Alors, je crois que pour revenir à la question, le Nietzsche le plus perspectiviste répondrait que la science est toujours instrumentalisée. Il n'y a pas de science non instrumentalisée. Sur le plan concret, elle l'est toujours. C'est les États qui payent pour le développement de la science. Sur le plan plus profond, Nietzsche nous dit qu'elle demeure toujours dans la dépendance d'un tyran philosophe qui lui a donné le sens à son entreprise même. On trouve chez Weber, d'ailleurs, qui est assez nietzschéen sur ce plan-là, c'est un des reproches que lui fait Léo Strauss dans la critique qu'il fait de Weber. Léo Strauss reproche à Weber d'être incapable de justifier pourquoi on ferait de la science. On ne peut pas justifier scientifiquement pourquoi on fait de la science. Et Strauss, qui se situe du côté de Platon et des anciens, dit que on n'est pas un rationaliste jusqu'au bout quand on est incapable de justifier la raison. Et donc, Weber est un nietzschéen perspectiviste qui ne peut pas dire pourquoi on fait de la science. Il peut dire que ça produit des effets, mais il n'y a pas de raison ultime pour nous convaincre pourquoi on ferait de la science chez Weber. Voilà pour la question de Franz Giroux. Merci beaucoup, Yves. Je passerai maintenant à la question de M. Labelle. Alors, à vous la parole. Merci. D'abord dire mon plaisir d'entendre et de voir, même si c'est sur écran Yves Couture, il faut croire que c'est comme ça maintenant, c'est à distance qu'on peut se retrouver, c'est le monde nouveau dans lequel on entre, même si on est dans la même ville. Je voudrais poser, donc merci pour l'exposé Yves, j'ai trouvé tout à fait intéressant, et je voudrais poser une question sur, je pense que tu es très à l'aise aussi pour en discuter, sur la postérité de Nietzsche, c'est-à-dire les interprétations qu'on a faites de sa pensée, ou je dirais les interprétations, mais au sens nietzschéen, les appropriations de sa pensée, en particulier au XXe siècle. Et je voudrais t'entendre sur peut-être ce qui est, c'est quand même, c'est très connu, Nietzsche
le philosophe qui a accumulé les paradoxes. Alors, d'un côté, il met l'accent, et tu l'as bien dit, sur comment la philosophie nouvelle qu'il appelle de ses voeux doit capter à son tour, doit à la limite coloniser, on en a parlé à propos de la science, coloniser l'héritage et l'interpréter au sens où lui il l'entend à des fins qu'il définit. Alors, d'un côté, pour fonder ce qu'il appelle ou ce que tu as qualifié de nouvelle philosophie et peut-être de nouvelle religion. En même temps, quand on examine le 20e siècle, on a l'impression que ce n'est pas Nietzsche ou la philosophie nouvelle qu'il appelait qui a colonisé ou capté quoi que ce soit, ça a été l'inverse. Il y a quelqu'un qui a été colonisé, qui a été capté, qui a été interprété au sens où il l'entendait, c'est bien lui. À la fois par, c'est bien connu, une extrême droite, une extrême gauche. Tu as mentionné toi-même des auteurs chrétiens, tu as parlé de Jaspers, il y en a des contemporains. Jean-Luc Marion, par exemple, est incompréhensible si on ne fait pas référence à Nietzsche. Alors, c'est lui qui a été colonisé, c'est lui qui a été capté, c'est lui qui a été interprété. Je n'ai pas lu, mais il y a un livre récent de Taguieff qui vient de paraître et qui est exactement là-dessus, ce n'est pas le premier, sur les différentes interprétations qu'on a faites de Nietzsche. Alors, j'aimerais t'entendre sur cette question de la postérité. À partir du moment où Nietzsche dispose au cœur de sa pensée à la fois un perspectivisme radical et cette idée d'une appropriation subjectiviste ou volontariste des héritages, comment a-t-il pu penser, concilier cette idée ou ce motif du perspectivisme radical avec le projet de fonder éventuellement une nouvelle philosophie, une nouvelle religion? Comment pouvait-il ignorer, puisque tout est interprétation au sens où il le définissait, c'est-à-dire appropriation, colonisation, captation, comment pouvait-il ignorer qu'il n'allait pas à son tour être approprié, être colonisé, être capté, et ne pas penser que c'était contradictoire avec l'idée de fondation d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle religion? S'il y a un propos qui peut être interprété dans des sens tout à fait opposés, ça me semble assez contradictoire avec l'idée que nouvelle religion, nouvelle philosophie, ça rime avec un corpus auquel on puisse accorder du crédit et auquel on puisse adhérer éventuellement. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ce projet d'une part et son perspectivisme radical de l'autre? Donc, j'aimerais t'entendre un peu sur cette... Je sais que cette idée de paradoxe chez Nietzsche, il y a Henri Guillemin, l'historien, qui a fait un livre sur Nietzsche, qui est un peu impressionniste, mais il est quand même intéressant parce qu'il fait 2 colonnes. Voici ce que Nietzsche dit. Puis ensuite, une deuxième colonne, voici ce que Nietzsche dit, puis la colonne A contredit complètement la colonne B. Alors, j'aimerais t'entendre sur ce qui m'apparaît un apparent paradoxe et une difficulté dans l'idée même de formulation de ce que peut être une nouvelle philosophie, une nouvelle religion. Merci Gilles. J'avais vu le nom un peu amputé. Je ne savais pas si c'était toi. J'espérais, j'ose dire, que ce soit toi et je suis content aussi de te rencontrer virtuellement. Oui, ce paradoxe, d'ailleurs, il y a un grand théologien chrétien aussi dont j'oublie le nom qui concluait sur Nietzsche, c'est pas la cohérence qui brille. Donc on serait dans ce paradoxe et toi tu le formules d'une manière assez ciblée. Je vais commencer par quelques mots sur les captations de Nietzsche. Elles sont impressionnantes. Y a-t-il des philosophes qui ont été autant interprétés de manière aussi différente au 20e siècle? Peut-être que non. Effectivement, il y a eu ces grandes captations de Nietzsche. Si on faisait l'histoire, comme tu le connais sans doute, Gilles, si on faisait l'histoire des captations, quand on l'a fait, il y a eu un moment où il y avait, dans le cours que j'ai conçu de Nietzsche à Foucault, j'ai travaillé un peu la réception chez les anarchistes. Il a été très... mais les anarchistes étaient très divisés. Il y en a qui le refusaient radicalement, tandis que d'autres, Emma Goldman, elle s'est même séparée de son conjoint parce qu'il disait « ton Nietzsche prend trop de place », puis elle a dit « moi, je veux lire Nietzsche, je l'aime », puis elle s'est séparée de son conjoint. Bon, c'est un peu une anecdote amusante. Alors, il y a eu le moment anarchiste, il y a eu le moment d'extrême droite, bien entendu, y compris chez des philosophes de haut vol comme Heidegger.
Et la captation la plus spectaculaire, la plus intrigante, je sais qu'elle t'intéresse à fond et que tu as travaillé beaucoup cette question, c'est la captation parce que tu as appelé l'extrême gauche, tu pensais sans doute à Foucault, Deleuze et, si j'oserais dire, toute la bande. Et moi, je l'ai abordé à quelques reprises. Ce qui est spectaculaire, c'est que, alors, ils vont chercher chez Nietzsche quelque chose qui s'y trouve. Si on prend le cas de Deleuze, qui est un peu différent du cas de Foucault, je crois que Deleuze va chercher chez Nietzsche une ontologie pluraliste. Bon, il faudrait faire plein de nuances. L'un ne disparaît pas chez Deleuze et tout, mais enfin, il va chercher quelque chose comme une ontologie pluraliste chez Nietzsche et elle s'y trouve. Mais là, la captation repose sur un tri. Il me revient quelque chose des pensées de Pascal où Pascal dit le vrai sens de ce livre, il faut inclure tous les sens. Sans ça, on va se méprendre sur le sens de ses pensées. Et j'aurais cette tendance-là aussi, parce que je suis assez hegelien au fond, à dire seule la totalité est vraie et seul le tout de Nietzsche est vrai. Et quand on se met à faire un tri et ne choisir que le morceau ontologie pluraliste et qu'on bricole une pensée de gauche radicale avec ça, ben, tu sais très bien, je sais que tu le sais parce que tu as souvent insisté sur cet aspect trouble de Nietzsche, on laisse tomber le Nietzsche d'extrême droite qui est présent dans l'œuvre. Ben, je dis d'extrême droite pour aller vite, mais l'eugénisme, tout ça qui est présent dans l'œuvre. Et je n'ai pas lu de texte où ni Foucault ni Deleuze s'expliquaient à fond sur le tri et leur façon de laisser de côté tout le Nietzsche problématique aujourd'hui. Ils tirent de Nietzsche une méthode, ils tirent de Nietzsche, ils le tendent vers cette ontologie pluraliste, mais le tri lui-même, comment le justifier? Peut-être que le philosophe dirait Deleuze n'a pas à se justifier, il commet un acte, et même le terme de captation que j'ai prêté à Nietzsche est un terme deleuzien en fait. Nietzsche a l'idée, mais le mot vient de Deleuze, et Deleuze nous conseille de lire les philosophes en leur faisant des enfants dans le dos. Alors, il a lu Nietzsche en lui faisant des enfants dans le dos. Donc, voilà pour les quelques remarques sur le début de ton intervention. Je pense profondément, oui, que tu as raison sur la suite de ton intervention. Le premier Nietzsche est intéressant à lire aussi, le Nietzsche le plus romantique qui dans sa correspondance va jusqu'à dire sa détresse qu'il n'y ait plus rien à adorer. Quelle terre dévastée, il n'y a plus rien à adorer. Donc, ça va un peu dans le sens de l'interprétation de Léo Strauss. C'est un homo religiosiste qui parle et qui a la nostalgie du Dieu mort ou de la religion morte, c'est la religion au sens dionysiaque du terme plutôt que nécessairement le Dieu chrétien. Et quand on dit ça, il y a une vraie tension. Pourrait-il y avoir une religion avec le sérieux que ça suppose, qui serait une sorte de petite religion personnelle et chacun aurait la sienne? Je pense que non. Et donc, Nietzsche serait profondément désolé. Et d'ailleurs, son analyse rejoint celle de Platon. Moi, je vois en Nietzsche souvent, peut-être trop, un continuateur de Platon dans sa critique de la démocratie. L'espèce de « c'est mon opinion », puis bon, qu'on a tiré de Nietzsche. Bon, il y a les Deleuze et les Foucault, mais il y a aussi une espèce de subjectivisme relativiste facile qu'on a tiré de Nietzsche. Je pense comme ça, etc., etc. Nietzsche serait sans doute dévasté de voir ça, quoique ça ne l'aurait peut-être pas surpris. Son portrait du dernier homme est quand même à peu près ça. Chacun va faire se bricoler sa petite opinion, mais il y a tout le paradoxe de ce subjectivisme qui retombe dans un conformisme, comme chez Tocqueville d'ailleurs. Là, je retombe dans mes propres anciennes amours. L'idée de l'autonomie de la pensée finit par se renverser en conformisme. L'idée chez Nietzsche aussi, le dernier homme, ils pensent tous à peu près la même chose, les derniers hommes, même s'ils se croient autonomes et libres. Alors, comment réconcilier le Nietzsche nostalgique du lien, du commun par le partage d'une sacralité ou d'un sens élevé du monde, avec le Nietzsche lion qui fournit tous les outils pour tout déconstruire, ce qui est le commun et bon. Je pense, j'en suis là, je ne dis pas que c'est le dernier mot, ni de moi, ni sur Nietzsche en soi. Je pense qu'il n'y a pas de réconciliation entre ces deux choses-là chez Nietzsche.
que la tension est maintenue jusqu'à la fin. Tu sais peut-être que dans les interprétations de sa folie, ceux qui penchent vers une interprétation du lien entre sa pensée et sa folie vont aller jusqu'à dire la tension est devenue, elle s'est élevée de plus en plus, elle est devenue de plus en plus sanglante et ça aurait contribué à quelque chose comme le dérapage final de Nietzsche. Bon, les autres interprétations de la folie de Nietzsche sont plus liées à la maladie qu'il avait, etc., etc. Mais moi, j'en suis là. Je pense qu'il n'y a pas de réconciliation à cette tension dans l'œuvre de Nietzsche lui-même. Et je crois, pour finir, parce que ta question m'a intéressé, pourquoi Nietzsche est plus grand que Foucault et plus grand que Deleuze? Je me permets de dire ça, là. C'est peut-être parce qu'il y a cette tension-là, qui est peut-être là chez Foucault-Deleuze, mais puisque c'est toi dont je vois l'image, Foucault et Deleuze parfois me font penser à ce que Péguy appelait des petits malins. Ils ont simplifié les problèmes. Bon, c'est tragique chez Nietzsche et le tragique se perd un peu chez certains de ses continuateurs. J'aime beaucoup Foucault et Deleuze. Je m'excuse de les avoir insultés. Tu ne les as pas insultés, tu les as recadrés, je dirais. J'avais Cavé qui avait annoncé une question, mais je pense qu'il nous a quittés. Peut-être qu'il y avait une urgence ou une pression de temps. Là, je n'ai personne qui a levé la main et je ne vois personne dans le chat. Alors, oui, Marc, si tu veux poser une question. Une petite question pour aller dans le sens de ce que tu expliquais, que je trouve très juste d'ailleurs, Yves, qu'il y a une espèce de tension irréconciliable chez Nietzsche qui est en fait peut-être le moteur, en fait, de sa postérité. Mais est-ce que, je sais pas si tu connais, j'ai une curiosité, là, tu connais Georg Simmel aussi un peu? Un peu. Puis il y a aussi chez Georg Simmel cette espèce de principe là, interactif qui est toujours au centre d'une tension. Est-ce que c'est inspiré de Nietzsche, d'après toi? Parce que moi, je ne le connais pas beaucoup non plus, là, mais ça m'intéresse. Est-ce que Simmel n'est pas l'auteur du petit livre Les Fous de Nietzsche? Et donc, il a été influencé par Nietzsche lui-même. Et je ne sais pas si... je ne voudrais pas tout ramener à Nietzsche et le défaut dans lequel on peut tomber quand on centre notre attention sur un auteur. La distinction entre Gemeinschaft et Gesellschaft, c'est ce genre d'idée qui était présente dans la sociologie allemande. Ça ne se rapporte pas entièrement à Nietzsche, bien entendu, ça remonte plus loin, ça remonte au romantisme allemand, la critique des Lumières par les romantiques allemands, etc., etc. Mais c'est très présent dans l'œuvre de Nietzsche aussi, cette tendance qui a séduit les anarchistes à défaire tout collectif et ce que ça suppose d'autorité sur l'individu. Je crois que la deuxième inactuelle est très parlante à cet égard-là. Il y a ce qu'il appelle l'histoire traditionnelle, dont il montre les avantages, mais dont il fait quand même une critique radicale. Et ça, c'est tout ce côté Gemeinschaft, ce côté communautaire qu'il critique radicalement. Mais par ailleurs, c'est curieux pour un anarchiste ou avec des tendances anarchisantes. Je suis de la dynamite, disait-il, après un compte-rendu d'un de ses ouvrages où on l'avait associé aux anarchistes et à la dynamite anarchiste. Il dit oui, je suis de la dynamite. Nietzsche tape les bases d'un individualisme, disons en tout cas philosophique, puisque le sujet lui-même est radicalement critiqué. Alors, il y a une autre tension, il y a encore une autre tension chez Nietzsche. Comment être on l'associe parfois à une sorte de radicalisme aristocratique, comment être un sujet au sens tellement puissant qu'on donne des valeurs pour des millénaires, idée qui a troublé les esprits ensuite en Allemagne, et d'un autre côté, critiquer aussi radicalement le sujet comme source de toute émergence. Le sujet source n'a pas de consistance théorique chez Nietzsche. Il ramène au corps, à la lutte des pulsions, à la lutte des instincts, etc., etc. Alors, on a une autre tension difficile à réconcilier. Merci Yves. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Il nous reste une quinzaine de minutes.
Alors, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole et poser une question à notre conférencier. Yves, moi, je vais me permettre de te relancer, puis poser une question sur l'éléphant dans la pièce. Et c'est dommage de peut-être terminer avec ça, parce que c'est quand même peut-être une des questions les plus litigieuses qui peuvent concerner la philosophie de Nietzsche. Tu as fait allusion au fait que Nietzsche avait été capté par l'extrême droite, et tout le monde sait qu'il a été utilisé à profusion par les nazis. Et tu as fait allusion aussi à son flirt avec l'eugénisme, dont on sait aussi que ça a été une des orientations fondamentales de l'idéologie nazie. Et je ne sais pas si tu connais Laurent-Michel Vacher, qui est décédé il y a quelques années, là, qui était professeur au collège ici au Québec, et qui avait écrit un petit ouvrage assez percutant qui s'appelait, si je me rappelle bien, Les crépuscules d'une idole. Et la thèse de Laurent-Michel Vacher, c'était que s'il n'y avait pas eu une proximité entre la pensée de Nietzsche et l'idéologie nazie, il n'aurait pas pu effectuer cette captation. Et donc, je voudrais t'entendre justement sur cette possible proximité et sur ce flirt avec l'eugénisme de Nietzsche. Je sais que c'est une question très, très délicate et c'est ça que je parle de l'éléphant dans la pièce, là, mais j'aimerais savoir ce que tu penses donc de cette proximité un petit peu dérangeante. Alors, allons-y avec l'éléphant dans la pièce. Je pense que je suis d'accord avec ta formulation. S'il n'y avait rien eu à capter dans l'œuvre de Nietzsche, l'extrême droite, même nazie, ne l'aurait pas capté. Alors, il fallait qu'il y ait quelque chose là. Je suis ici d'assez proche de l'interprétation de Barbara Stiegler. Elle nous rappelle, mais je crois qu'elle simplifie un peu les choses parce que c'est une question plus complexe. Elle nous rappelle que l'idéal humain de Nietzsche n'a pas grand-chose à voir avec l'idéal humain du nazi. D'abord, ce racisme, bon, quoi qu'il y ait l'expression de bête blonde qui est employée dans la généalogie de la morale, mais l'idéal humain de Nietzsche est quelqu'un, déjà, et ça serait un enjeu qu'il faudrait creuser aussi sur son rapport à la science. La grandeur philosophique ne doit pas être de nier la grandeur de la science, mais de la capter et donc de la respecter en un sens. Pour capter une chose, il faut en respecter l'esprit. J'oserais presque dire, malgré Deleuze, qui fait de Nietzsche un anti-hégélien, qu'il y a quelque chose comme une Aufhebung dans la captation nietzschéenne. On ne peut pas capter n'importe quoi au service de n'importe quoi. Donc, je reviens à l'enjeu de l'eugénisme. Il y avait une fascination nietzschéenne pour l'eugénisme, mais Barbara Stiegler la lie à la conception de l'humain le plus élevé chez Nietzsche. Et l'humain le plus élevé chez Nietzsche est fragile. C'est ça qui plaît à Barbara Stiegler. Le fort est fragile chez Nietzsche parce qu'il intègre la plus grande complexité. Nietzsche devait penser à lui-même, peut-être si on fait une interprétation sauvagement psychanalytique. Lui-même essaie d'intégrer la plus grande complexité et il nous dit cette espèce de fruit de l'humanité qui est celui qui essaie d'intégrer la plus grande complexité. C'est très difficile parce que tout dans la société nie le complexe. On aime les choses simples. Alors, l'eugénisme nietzschéen serait au service de faciliter l'émergence du fort en tant qu'il est l'intégration du complexe dont on sait que c'est fragile. C'est la meilleure façon de sauver, si on veut, entre guillemets, l'eugénisme nietzschéen, serait de dire qu'il est au service d'une pensée du complexe dont Nietzsche pressent que ce complexe est toujours fragile et qu'on doit faciliter l'émergence pour aller vite, disons, c'est pas un terme très nietzschéen, mais de génie qui intègre la complexité, etc., etc. Donc, c'est vers ça que tend l'interprétation de Barbara Stiegler, mais elle admet elle-même qu'à la fin, Nietzsche s'est laissé tenter, par exemple, dans ses diatribes antichrétiennes, s'est laissé tenter par une politique de la dureté contre la pitié chrétienne qu'il retrouvait chez Schopenhauer. Donc, son combat contre la pitié. Et ça, c'est très étrange. Quand on lit la correspondance de Nietzsche, on s'aperçoit qu'il était lui-même un homme de la pitié.
Et vous savez, vous connaissez peut-être un des épisodes qui précède la chute de Nietzsche dans la folie. Il a voulu protéger un cheval des coups de fouet que lui donnait et il pleurait en voulant protéger le cheval. Alors, il tombait sous le coup. Son acte relevait de ce qu'il décrit ailleurs comme étant la pitié. Alors, et il dit dans un de ses textes, « Je me suis protégé de la pitié parce qu'elle m'aurait abattu. » Donc, il y a un rapport complexe à la fois à la pitié et à cet idéal chrétien, etc., etc. Mais je crois que oui, le flirt avec l'eugénisme, il est là. D'ailleurs, quand la génération de Foucault-Deleuze ont combattu la captation d'extrême droite envers Nietzsche, ils écrivent comme si désormais la bataille était gagnée. Il n'est pas dit que l'extrême droite ne reviendra pas avec des idées qu'ils vont en partie aller chercher chez Nietzsche. Il y a encore de l'extrême droite qui puise des idées chez Nietzsche. Cette bataille qu'elle croyait peut-être avoir gagnée après mai 68, et, bon, elle n'est peut-être pas finie. Et donc, Nietzsche est un auteur qui conserve une part d'ambiguïté qui peut, dans certaines mains, devenir dangereuse, je pense. Moi, je ne sanctifie pas du tout Nietzsche. Je n'ai pas un rapport aux auteurs de sanctification. Ce n'est pas mon héros, Nietzsche. Alors, je crois qu'il y a effectivement là une possibilité de captation par l'extrême droite raciste. Merci. Cavé nous écrit que l'explication du mystère de sa disparition, c'est qu'il avait été déconnecté. Alors, est-ce que tu veux poser la question que tu avais tout à l'heure, Cavé, ou tu préfères… Mais je pense que nous n'avons pas le temps. Il reste encore 10 minutes. Alors, oui, je pense qu'on a le temps. OK, merci beaucoup. Donc, je serai très court. Merci beaucoup de cette présentation et merci pour cette déconnexion. C'est très intéressant, ta présentation, cher Yves. Ma question est un peu liée à la question de Gilles. Je ne comprends pas, peut-être je suis trop hegelien, je suis tellement hegelien que je ne peux pas comprendre. Je ne vois pas comment cette idée de l'objectivité peut être réconciliée avec l'idée de perspectivisme. J'ai lu ce livre de morale quand j'étais jeune. Et à moi, Zweispätigkeit, ça veut dire il y a une, je ne sais pas, dichotomie et il va avec son perspectivisme, tu sais, parce que dans les sciences, même dans les sciences assez anthropiques, sans penser de sciences apodictiques, objectivité est toujours là, même dans le monde kantien. Oublions les nommés, mais dans le monde phénoménal, l'objectivité est là. Et je trouve, parce que je donne des cours sur Weber aussi, je trouve cette modestie, cette approche de Weber qui dit que oh, cette objectivité n'existe pas juste chez Nietzsche. Et c'est un peu hypocritique parce que, bien sûr, il pense que le capitalisme est développé de manière qu'il dépend pour nous. Donc, est-ce que tu vois une tension à résoudre entre ces deux pôles, si tu veux, et cette objectivité d'une part et cet perspectivisme absolu et un effort de trouver une solution asymptomatique, quand il dit dans ce passage que tu as mentionné. Oui, ben, je vois plus qu'une tension. Peut-être que tu étais déconnecté tout à l'heure, mais je répondais à Gilles, donc j'y vois une tension insurmontable dans l'œuvre de Nietzsche. Il reste intéressant de voir quelle figure prend dans son œuvre le pôle de l'objectivité. Il a lu Kant, hein, il est à fond dans le commentaire de Kant, etc. Il l'a peut-être un peu trop lu par la médiation de Schopenhauer, mais enfin, il l'a lu. Par exemple, ce thème de la probité, qui est un thème qui repasse directement chez Max Weber aussi, la probité du scientifique. Bon, c'est un thème nietzschéen. J'avoue personnellement que, connaissant tout le perspectivisme de Nietzsche, qu'il associe beaucoup d'ailleurs à sa thématique qui vient de la philologie. Il n'y a pas de texte en soi, il n'y a que des interprétations, etc., etc. On voit que là, il prend ses distances avec Kant. J'avoue que je ne sais pas trop ce que ça veut dire la probité nietzschéenne si on coupe le cordon de tout rapport à l'idée de vérité, disons-le comme ça. Donc,
je pense que, bon, je n'ai pas lu le gros livre d'un étudiant de Ricoeur qui a écrit un 600 pages sur l'idée de vérité chez Nietzsche, mais je pense qu'il n'a pas coupé complètement le lien avec l'idée de vérité et que ça veut dire que comment on interprète alors le perspectivisme radicalisé? Est-ce que c'est simplement ce que Nietzsche, il se présente parfois comme un tentateur ou même comme un bouffon, le thème du bouffon dans Ainsi parlait Zarathustra. Est-ce que cette radicalisation du perspectivisme le fait sortir du discours philosophique? On pourrait aller jusque-là, peut-être même d'un point de vue hegelien, on pourrait aller jusque-là, que ça le fait sortir du discours philosophique s'il n'y a que des perspectives en lutte, etc. Il y a une façon de le sauver, mais peut-être qui n'est pas un vrai salut, si j'ose dire, c'est que le perspectivisme s'inscrit à un étage plus profond dans la généalogie nietzschéenne qui retrouve les forces en lutte dans les corps. Donc, ça devient la science des corps et des forces qui luttent dans le corps qui donne la clé des interprétations philosophiques. Donc, il y a encore quelque chose comme une chose en soi, peut-être pas qu'on connaît, mais qu'on peut viser pour parler en termes kantiens. Et ma réponse va être la même que celle que j'ai faite à Gilles. Au fond, je ne pense pas qu'il a levé la tension. Je ne crois pas que la tension est levée. Et je suis toujours agacé par ceux qui choisissent un Nietzsche en disant « Vous n'avez rien compris, il y a une ontologie du multiple, on peut faire de la science sur cette base, et le perspectivisme, on met ça de côté. » Ou ceux qui choisissent le perspectivisme, les lectures esthétiques de Nietzsche aiment bien choisir le perspectivisme parce que c'est le subjectivisme complet, puis la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, etc., etc. Bon. Ces choix me semblent une simplification et comme je disais tantôt, ça affaiblit la tension qui est au cœur de l'œuvre de Nietzsche. Bon, je discute souvent de Nietzsche avec un ami qui est très radical lui-même, beaucoup plus que moi. C'est bien d'avoir des amis radicaux et qui a acheté toute l'œuvre de Nietzsche. Il dit « j'en peux plus, ça n'aboutit à rien. Il faut revenir à une philosophie Hegel, Platon, Descartes, qui on le mérite au moins de ne pas se limiter à mettre des vérités en tension qui prennent parti. » Alors, il a acheté tout Nietzsche. J'ai dit, tu aurais pu me le donner, que je l'aurais distribué à des étudiants, mais non, lui, il l'a tout jeté. Bon. Merci beaucoup. C'est un radical. Ce n'est pas un conseil que je donne à personne. Là. Si vous voulez jeter votre Nietzsche, je peux les distribuer. Bon, ben merci pour cette dernière réponse. Je remercie tous ceux qui ont participé aux échanges et au débat. Je remercie évidemment Yves pour sa conférence riche et raffinée, hein, qui faisait des distinctions importantes chez Nietzsche. Merci aussi à Marc pour avoir lancé la discussion. Je rappelle hein, que la séance a été enregistrée. Alors, si vous voulez réécouter des passages de la séance au complet, vous pouvez le faire. Et mon rôle s'arrête ici en ce qui concerne donc la séance. Donc, je vais passer la parole à Josiane pour le mot de la fin. Je remercie encore les diablotins, le diablotin. Marc, il n'a pas été si diablotin. Et bien sûr, Yves, à la conférence si profonde. Je dirais, à allusion de ton dernier mot, de ton ami, que Gilles est peut-être le plus nietzschéen de tous, puisque Nathanaël jette mon livre et qui a été suivi par beaucoup de fidèles à cette époque qui se réclamaient de Nietzsche, justement. Alors, ton ami est plus nietzschéen qu'il ne le croit, même en se débarrassant des livres de Nietzsche. Et puis, je voulais venir, pas au secours, parce qu'il n'a pas besoin de moi, mais je crois que tu as été un peu vite en parlant de Foucault et de le mettre dans une position inférieure à Nietzsche. Tous les grands philosophes sont remplis de tensions et c'est ça qui fait leur grandeur avec ses interprétations multiples. Et Foucault en est un de ceux-là. Il a assimilé Nietzsche et il l'a dépassé, je crois.
Oui. Ben, je vous remercie, Parce que Josiane. Nietzsche, quoi qu'on en veuille, quoi que on l'admire, il appartient au 19e siècle, même au début. C'est un philosophe, j'oserais dire, qui appartient à cette époque, à une époque révolue, avec des catégories révolues. Mais je m'arrêterai là parce que je ne vais pas soutenir longtemps cette thèse. Je suis comme vous, j'admire tout le monde, et tous les philosophes, et il faut en tirer de chacun la substantifique moelle sans se l'approprier. Si vous permettez, Josiane, je vais seulement dire un mot, pas pour vous répondre, mais pour dire moi aussi merci à tous ceux qui étaient là et qui ont posé des questions. Et je suis largement en accord avec votre réhabilitation de Foucault, que je me suis trop permis de simplifier. Mais je vous pardonne parce que quand on est emporté par la pensée de quelqu'un, on verse dans des extrêmes, et c'est ça qui est amusant dans les conférences. Écoutez, alors, je remercie tout le monde et je remercie aussi l'équipe l'équipe des chercheurs de la chaire, messieurs Boveri, j'allais te faire Bovary, Foutou, Ninoufa, Omer, et bien sûr notre animateur et directeur de conscience et de parole, Jean-Claude Simard. Et je rappelle, donc, comme l'a rappelé Jean-Claude, que cette conférence est enregistrée et que vous recevrez avec la prochaine, grâce à la fée de ces lieux, Ida, que vous recevrez bientôt le lien avec la prochaine convocation. Et le point d'orgue à nos séances, eh bien, la prochaine rencontre du 5 avril, où nous aurons une table ronde sur le thème des causes et des conséquences de l'inculture scientifique en démocratie. Pourquoi les gens sont-ils aussi incultes, dirait Nietzsche. Alors, il y aura à cette table ronde Frédéric Bouchard, je ne sais plus ce qu'il est devenu, doyen ou vice-recteur, non? Enfin, il est philosophe. Il est doyen. Doyen ou... Il est doyen. Bon. Renouvelé, ça fait quelques mois encore, doyen de arts et sciences. Oui, c'est un excellent philosophe. Biologiste, philosophie de biologie, entre autres. Il n'était pas aussi président de l'ACFAS. Est-ce qu'il a terminé d'être président de l'ACFAS? Mais oui, on n'est pas toujours président à jamais. Heureusement. Alors, donc, Frédéric Bouchard, Serge Robert, qui va nous parler depuis la Grèce, parce qu'il est invité de le keynote, le professeur conférencier étoile du congrès mondial ou international de logique. Et Ève Séguin, qui est une collègue d'Yves en sciences politiques et qui est aussi historienne ou sociologue des sciences ou politicologue des sciences. Alors voilà, mes chers amis, je vous remercie et n'oubliez pas le rendez-vous du 5 avril. Les gens de la table ronde seront tenus en 10 minutes d'exposer leur position et puis il y aura la séance de questions interactives. Voilà, je vous remercie encore une fois et donc à bientôt. Merci.